la science face à l'opinion publique, le traitement médiatique des figures scientifiques dans l'œuvre de Jacques Spitz. Alors, des exemples y ont circulé. C'est également le texte qui est repris sur le PowerPoint, donc vous pouvez reposer vos yeux comme il vous conviendra. L'esprit avait vaincu la science. Au début de 20 000 lieues sous les mers, Jules Verne rend compte, avec concision et pertinence, des relations complexes qui sont en train de se nouer au XIXe siècle entre trois pôles producteurs de discours, le monde savant, la presse et le roman. En dépit de communications informées, portées par les institutions et leurs organes médiatiques, la petite presse, donc au début de ce roman, réduit à néant l'élan scientifique d'analyse du mystère du Nautilus. L'esprit, c'est la spiritualité, le mot d'esprit qui vainc la science. Et du même coup, cette victoire de l'esprit sur la science ouvre l'espace du roman et de sa fiction spéculative. Au sein de ce que Dominique Khalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Terranti et Alain Vaillant ont appelé la civilisation du journal, les médias adoptent un rôle essentiel et parfois problématique dans le dispositif de publicisation de la science, en plaçant, comme le montre Anne Rasmussen, le lecteur en son centre. Elle explique que la publicisation, qui prend la forme de l'imprimé, de démonstrations expérimentales publiques ou de divulgation orale, apparaît ainsi comme l'élément essentiel d'un régime d'établissement des savoirs où interviennent les savants, les experts et les publics. Or, si le régime de la co-construction des savoirs est celui qui est le plus aisément mis en avant, Anne Rasmussen souligne au contraire les effets d'interférence entre ces deux sources d'autorité concurrentes. Soit que la presse devienne un lieu d'expression de thèses opposées, soit qu'elle combatte la science dénoncée comme officielle, à l'instar de ce qui est mis en scène par Jules Verne. Par la suite, les auteurs d'Anticipation se montrent ponctuellement conscients de ces interactions et de leurs effets dans la société, sans pour autant leur donner nécessairement une place éminente. Le texte de Barville, visiblement, s'intéresse à ces questions. Comme pour 20 000 lieues sous les mers, les interventions de la presse occupe le plus souvent une position liminaire qui ouvre ou clôture un récit qui s'est déployé en fait loin des regards du public. C'est à la fiction qu'il appartient de révéler toute la vérité sur une affaire mystérieuse, tandis que les journalistes en sont réduits à de maigres conjectures, voire à de nettes erreurs d'appréciation. Ainsi, la mention de débats dans l'opinion publique et l'insertion de coupures de presse donnent plutôt lieu à un même constat. Le public, dont les reporters se font les porte-paroles quand ils ne manipulent pas l'opinion, reste très rétif face aux merveilles scientifiques, en général condamnées à disparaître à la fin des récits. Ça contraste avec ce qu'on a vu sur l'enthousiasme autour du radium, par exemple. Mais au mieux, un personnage de journaliste, protagoniste ou adjuvant, vient apporter la caution du témoignage à l'expérience ou à l'exploration, voire se rend essentiel à la manifestation de la vérité en enquêtant directement et donc en se substituant à une éventuelle autorité scientifique. On pourrait ajouter à ce panorama quelques inventions techniques fictionnelles figurant le devenir possible du journalisme, parmi lesquelles évidemment le fameux téléphonoscope d'Albert Robida, mais la question de la science là s'efface encore derrière la question simplement de la réalisation technique. Dans la relation à trois termes que j'ai évoqués, il paraît nécessaire pour la clarté de l'intrigue dans les récits d'anticipation de en fait d'estomper l'un d'eux en plaçant le savant ou le journaliste seul aux prises avec un novum imaginé par l'écrivain, ce qui ne permet guère la mise en place d'un roman de la médiatisation de la science. Les romans de Jacques Spitz pourraient pourtant permettre une approche de cette question. Aucun de ces récits, parus entre 1935 et 1945, n'est consacré spécifiquement à la vision de la science par la presse. Mais il s'y manifeste souvent une sensibilité particulière à l'égard de la faculté de la presse à influencer le regard porté par le public sur des sujets scientifiques de grande ampleur. Le projet esthétique de Spitz est lié à une modalité satirique manifeste, dont l'un des vecteurs devient, sans mal, la parodie du discours journalistique, utilisé pour mettre à mal les certitudes venues du monde savant. De ce fait, les interventions médiatiques, loin de se limiter à une fonction de commentaire, apparaissent comme l'un des facteurs essentiels pour une intrigue dans laquelle l'opinion publique joue un rôle parfois décisif, couronnant ou abattant les savants protagonistes, et donc leur donnant ou leur refusant les moyens d'une action scientifique. Même s'il en tire avant tout des effets savoureux, d'ironie misanthrope, à l'encontre d'un public représenté comme une foule bornée et prompte à des variations d'humeur drastiques, Jacques Spitz parvient du même coup à souligner la relation ambiguë qui s'est établie entre deux autorités dont il s'agit pour lui de mettre à mal donc les prétentions de sérieux. Le sens commun qui s'exprime dans la presse se révèle aussi critiquable que le discours pontifiant de savants plus préoccupés de leur image et de leur titre que de vérité scientifique.
Plus que d'une relation de co-construction du savoir, Jacques Spitz représente une relation de codépendance entre deux institutions tâchant de tirer le meilleur avantage l'une de l'autre, alors même que l'existence de l'humanité se trouve mise en jeu par les catastrophes ou les grands changements imaginés par le romancier. Je vais tâcher d'explorer les manifestations et les implications de cette relation de concurrence symbiotique entre presse et monde savant dans les romans d'anticipation de Jacques Spitz. Cela impliquera d'abord d'étudier comment sont représentées les figures de savants, pour ensuite identifier de quelle manière les discours médiatiques inscrits dans le corps du texte permettent de transmettre une tonalité satirique particulière, et enfin de prendre la mesure de la mise en relation des figures scientifiques et de l'opinion publique par l'entremise de la presse dans ces romans. D'abord, savants et médiatisation. Dans la carrière de Jacques Spitz, la représentation des médias, surtout la presse, mais aussi la TSF, la radio, va de pair avec le tournant de l'anticipation marqué par l'agonie du globe en 1935. Ces précédentes fictions, concentrées sur des aventures mondaines teintées de surréalisme, ne faisaient aucune place ni à des questions scientifiques, ni à celles de leur publicisation. Pour autant, il ne semble pas que ce dernier aspect soit conçu comme central dans son projet esthétique. L'opinion publique n'acquiert une importance dans son récit qu'en raison de l'ampleur des novums qu'il envisage. Spitz aborde les problèmes à une échelle collective. Lorsque la Terre se sépare en deux, comme dans l'agonie du globe, que le refroidissement du Soleil conduit à l'enfouissement de toute la civilisation dans les évadés de l'an 4000, qu'il devient possible à chacun de grandir de plusieurs mètres ou de rapetisser à une taille d'insecte, comme dans l'homme élastique, ou encore qu'une nouvelle espèce de mouche entreprend d'exterminer l'humanité dans la guerre des mouches, sans parler du vol de notre atmosphère par Mars et Vénus dans les signaux du Soleil. Pour autant, la question des médias paraît plutôt contenue dans la problématique d'ensemble, et non abordée pour elle-même, ce qui explique que les intrigues plus intimes de L'œil du purgatoire et de l'expérience du Dr Mops ne donnent pas lieu à l'apparition de cette thématique. Dans la mise en scène de ces merveilles scientifiques, Jacques Spitz s'intéresse avant tout à la confrontation entre des personnages de savants et un problème de grande ampleur. Une partie de cette confrontation passe par la médiatisation de ces thèses et souvent par la personnalisation médiatique du scientifique. Inversement, et de manière assez cohérente, Spitz ne représente pas ou presque de personnages de journalistes. Une exception notable est la reporter Mabel dans Les Signaux du Soleil, qui incarne une modalité extrême du journalisme à sensation qu'évoque Lise Andriès à propos de vulgarisation scientifique. Il faut à la fois séduire et étonner le lecteur par de la nouveauté, des terres inconnues, des êtres monstrueux ou bizarres et des expériences toujours plus insolites. Ce qui devient, sous la plume de Spitz, cet échange. Je suis en Europe pour prendre des interviews sensationnelles. J'interviewe la planète Mars et vous êtes l'interprète. Sensationnel, horriblement comique. Je fais un choc en première page du Herald. Et me voilà journaliste de première classe. Mais ce n'est pas une histoire pour les journaux. Elle eut une moue de protestation. Tout est histoire pour les journaux. Vous, astronome, moi, journaliste. Vous me donnez les renseignements astronomiques et moi, je raconte, je vois. Les Martiens, leurs épouvantables canons qui bombardent dans les airs, leurs cris de sauvages appelant la Terre. On remarque qu'implicitement, il y a aussi une comparaison possible avec un type de science-fiction développé en parallèle dans les pulps et auquel Spitz est peut-être sensible. Mais de toute façon, on retrouve éventuellement des édissonnades là-dedans. Qu'ils le souhaitent ou non, tous les savants de Spitz, confrontés à la presse, subissent ce même traitement, transformé en élément d'une histoire livrée à l'opinion publique. Ils perdent en grande partie le contrôle de la vérité qu'ils défendent. Dans ce roman, comme dans La guerre des mouches ou L'homme élastique, les articles sont autant d'indices d'un récit parallèle possible, correspondant à la perception par le public des thèses de chaque scientifique, perception qui passe par une personnalisation très forte. Ces récits partent du constat, alors aisé à faire, de l'individualisation des questions scientifiques, dont Anne Rasmussen rappelle que le modèle peut-être le plus parlant a été Louis Pasteur, qui a lancé une entreprise de séduction de la presse, destinée à soutenir tant le rayonnement de la science en général que ses thèses personnelles. Jacques Spitz s'en inspire manifestement pour penser la carrière du docteur Flore dans L'homme élastique. D'ailleurs, le procédé tiré des théories du docteur Flore s'appelle la florisation, qui rappelle évidemment la pasteurisation. Donc ce dernier, le docteur Flore, résonne en stratège médiatique. Mon génie m'a visité la nuit dernière. Comme le prestidigitateur, je vais de plus en plus fort. Pour lancer ma découverte dans le public, il me faut un coup de publicité sensationnel. C'est à quoi va me servir la victoire, puisqu'il vient de gagner une guerre mondiale, ou une guerre européenne. Tandis que les gouvernements et les diplomates d'Europe, ne comprenant plus rien à cette guerre si rapidement dénouée, pâlissent sur les conditions de la paix, je vais convoquer demain les représentants de la grande presse et leur donner une interview sensationnelle, on retrouve le sensationnel, au cours de laquelle je révélerai le moyen qui nous a permis de remporter la victoire. Entrée suivante du journal du Dr Flore, réussite sur toute la ligne.
Voici les manchettes des journaux du jour. Fantastique révélation du docteur Flore. Le miracle de la Meuse était un miracle de la science. Les tout petits soldats de France, les Lilliputiens invincibles, l'atome élastique au service de la France. Bon, j'en passe. Il y a évidemment ici un plaisir de la parodie de ces manchettes, de leur surenchère et du caractère finalement un peu délirant de la vulgarisation instantanée ici. Donc la réussite médiatique du docteur Flore tient à une publicisation au sens le plus réducteur du terme. Les journaux répètent sa version des faits sans distance critique ni souci véritablement de vulgarisation. Cela correspond à une perspective uniquement utilitariste. Il s'agit pour le savant conscient du pouvoir de la presse de modeler son image avant qu'on ne la modèle pour lui. C'est le seul qui soit un peu en maîtrise chez Spitz. A contrario, tous les autres savants apprennent à leurs dépens le mal qu'une campagne médiatique négative peut causer à une carrière, mais surtout à des recherches parfois cruciales. La presse est prompte à faire cause commune avec des groupes scientifiques académiques les plus conservateurs pour contester au nom du bon sens les percées conceptuelles réalisées par les héros. Symptôme d'une versatilité, elle aussi satirisée, le renversement de l'opinion publique par ces mêmes journaux porte plus tard au pinacle les parias d'autrefois. L'entomologiste Juste Évariste Magne, dans La guerre des mouches, et l'astronome Philippe Bontemps, dans Les signaux du soleil, en font l'amère expérience, amère ou positive, mais après avoir été éreintés dans la presse et privés de moyens de recherche, ils se voient propulsés chefs de la nation, voire du monde, par une opinion publique paniquée et qui vient leur demander des comptes au moindre échec. L'attention de Jacques Spitz se porte ainsi avant tout sur des phénomènes extrêmes de médiatisation des savants en faisant des figures publiques, souvent terribles d'une terrifiante vox populi, mais aussi héros, malgré eux, par la grâce des événements qui s'imposent aux plus bornés des journaux. Alors, les discours médiatiques vecteurs de la satire. La presse apparaît ainsi comme un allié très peu fiable, sinon un adversaire, pour les figures scientifiques des récits de Spitz. Cette relation ne tient guère à un désir de représenter la réalité des interactions entre savants et médias, qui se ramènent le plus souvent à une grande presse à courte vue. Au contraire, l'amplification et la déformation font partie de l'arsenal satirique déployé par l'écrivain. Pour autant, la dynamique établie entre ces deux pôles d'autorité donne une pertinence certaine à la critique à double tranchant que permet l'introduction des novums. En effet, les prises de position publiques incarnées par les articles de presse discréditent tout autant les savants, tournés en ridicule, que les émetteurs du message, aveugles et incapables d'envisager des changements de paradigme scientifique. L'un des instruments de la satire médiatique employé par Spitz est l'anonymat des articles cités. Ceux-ci ne sont jamais signés, à l'exception notable d'un long texte dans Les Évadés de l'an 4000. Celui-ci est écrit par la ministre de la Propagande, elle-même scientifique de grande qualité. Paradoxalement, cet article de propagande est en fait le plus neutre que propose Jacques Spitz dans ses romans, puisque l'astronome se contente d'y donner des chiffres. Et elle termine ainsi tout de même, ces chiffres suffisent, la révolution astronomique est en marche, rien ne l'arrêtera plus. C'est un petit peu exagéré. Seule la grandiloquence de cet étalage de prouesse technique suggère la parodie dirigée ici contre l'orgueil des scientifiques. Au contraire, et tout à fait à l'opposé du discours de la presse d'information, discours qui ne choque ni ne rebute personne, comme le résume Adeline Vrona, les articles insérés par Spitz pour rythmer certains passages de ses romans se révèlent tous plus ou moins rédigés par une plume caustique, moquant les savants en même temps que relayant leur thèse. Alors que la crise des mouches dans La guerre des mouches commence à se préciser en Indochine, Spitz livre ce tableau de la double incurie scientifique et médiatique. Désireux d'obtenir pour nos lecteurs quelques renseignements sur ce curieux fléau, nous avons envoyé un de nos collaborateurs à l'Institut Pasteur. Personne n'a pu le recevoir, mais nous avons rencontré un meilleur accueil auprès de M. Bernard Brunius, le savant professeur de religions orientales du musée Guimet, qui a bien voulu répondre obligeamment à nos questions. Il nous a rappelé que les Laotiens avaient toujours fait preuve d'une terreur sacrée à l'égard des diptères. Ainsi nomme-t-on les mouches en langage scientifique, en sorte que l'émotion qui paraît s'emparer des populations indigènes doit être mise sur le compte de l'atavisme religieux. Ainsi va le monde, a conclu avec un sourire l'éminent professeur, dont il convient sans doute de partager le scepticisme aussi aimable qu'éclairé. L'ironie se déploie à plusieurs niveaux. L'indisponibilité des autorités de l'Institut Pasteur manifeste d'une part leur mauvaise maîtrise des enjeux de communication, mais aussi, d'autre part, leur incompétence face aux fléaux qui menacent. Le déport du journaliste vers un spécialiste de religion orientale montre à quel point la question de l'autorité scientifique est battue en brèche par l'institution insolente de la presse, qui considère comme interchangeables ses interlocuteurs. Mais elle révèle du même coup l'inconséquence de celui qui peut livrer du papier à partir de n'importe quel matériau. Enfin, la formulation d'une conclusion associant deux scepticismes montre la rencontre des esprits forts, ou plutôt la convergence de deux vanités trop contentes d'elles-mêmes. Du fait de l'anonymat que lui accorde Spitz, la presse tend vers un statut de personnage collectif, avec parfois l'intervention d'un titre qui individualise quelque
peu le débat, ici le journal des débats, dans ma citation suivante que je vais passer rapidement, mais qui instaure quand même une situation asymétrique, c'est-à-dire qu'on a un personnage de savant isolé et un journal qui porte sa parole librement, comme structure collective et donc comme institution et non pas comme individu qu'il s'agirait de contredire. Le ton sentencieux dans cette citation manifeste la prétention d'interpréter les faits scientifiques sous un jour moral. Il n'est pas question de comprendre ou d'expliquer les mécanismes en jeu, mais d'en tirer un jugement, condamner l'innovation scientifique au nom d'une certaine conception de la société et des rapports humains. L'humanité devient plus changeante que la mer. Son grave visage de naguère disparaît sous un masque de carnaval. Bon, ce n'est pas, pour le coup, une discussion scientifique, mais véritablement une prise de position moralisante. Le discours médiatique est tout de même, il faut le dire, ici un relais, voire un masque, du cynisme de Jacques Spitz lui-même, très critique à l'encontre des vanités humaines. C'est-à-dire que finalement Spitz n'est derrière ou devant aucun de ces personnages ici. Mais il lui permet ici aussi l'autodérision. Le ridicule du dispositif rhétorique qui abuse de l'hyperbole, la période ternaire de la métaphore, en mine le sérieux. Donc le discours médiatique apparaît essentiel pour faire valoir les récits concernant les protagonistes, qui sont mal jugés par deux instances, qui sont les médias envisagés globalement et l'académie également envisagée de façon globale, mais la question se pose du troisième terme, c'est-à-dire l'opinion publique. Et donc les figures scientifiques en dialogue avec l'opinion publique. Les médias occupent une place spécifique dans un dispositif plus général, qui est disposé à mettre en rapport le novum, merveille scientifique, catastrophe, imaginé par Jacques Spitz, et le grand public. Dans tous les romans étudiés ici, le narrateur adopte une position surplombante, même quand c'est le docteur Flore, il surplombe beaucoup. Il présente à grands traits, et souvent avec une désinvolture marquée, les enjeux scientifiques ainsi que leur effet dans l'opinion publique, qui se subdivisent en groupes globaux. Les savants, les journalistes, les hommes politiques, la foule des hommes du commun. L'intrigue se joue à une échelle collective en même temps qu'au degré individuel des personnages de savants. Et le niveau collectif prend même le pas, souvent, sur le niveau individuel. La presse, par exemple, n'intervient presque plus dans la deuxième moitié de la guerre des mouches, une fois que les thèses de Juste Évariste Magne se sont imposées et que le récit prend des allures de roman historique narrant des grandes manœuvres militaires. Et les médias, ici, ne servent qu'à rapporter des éléments, disons, historiques. La question de la presse s'inscrit dans une problématique d'ensemble qui serait celle de la construction, au sein de l'œuvre de Jacques Spitz, de la figure du savant et du statut de ses découvertes, face à une opinion publique qui, en dépit de ses limites conceptuelles et de sa propension à des réactions violentes, reste la destinataire ultime des progrès scientifiques. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, les savants sont coincés avec les êtres humains. L'exemple de l'Agonie du globe, son premier récit d'anticipation, permet de saisir les principes de cette dynamique. Tout le roman est conçu à l'échelle collective, pour le coup. Un vaste personnage qui serait l'humanité, plus exactement la population française, mais c'est un petit peu flou. Et les États-Unis sont quand même, les États-Unis exclusivement, le Canada, pas beaucoup de support ici, donc sont en fait globalement le centre de l'action. Le sujet, la séparation du globe en deux parties, commande un peu cette échelle collective, puisqu'il n'est pas possible d'agir sur ce phénomène naturel. Et tout le roman nous propose un ensemble de discours rapportés, de présentations de situations, qui permet de suivre la découverte de cette catastrophe. Et de ce point de vue, les discours savants, qui soient ou non relayés d'ailleurs par un dispositif médiatique mis en scène par le roman, alternent avec des situations plus triviales, des informations, des faits divers sur tel ou tel personnage affecté par telle ou telle personne affectée par la catastrophe. Et dans cette logique, les débats scientifiques font simplement partie d'un flux d'informations dans lequel les faits divers se révèlent tout aussi significatifs, en fait, plus parlants presque, souvent. Je passe sur les éléments de satire qui se trouvent dans ce roman à cet égard, où on voit plus d'un savant se ridiculiser, mais il y a un point véritablement majeur dans ce roman qui caractérise cette relation opinion publique-savant, qui est dans le traitement médiatique que le romancier inflige aux astronomes, on les retrouve, à un moment crucial. Alors, les savants généralement de Spitz sont présentés quand même comme de mauvais vulgarisateurs, à l'exception du docteur Flore, et même lui, ça se retourne un peu contre lui. Et l'exemple le plus frappant, on le trouve dans l'Agonie du globe. La partie européenne des deux côtés séparés vient d'échapper à une collision avec la Lune qui lui avait été prédite. On dit, bon, bah, là, on va tous mourir. Et finalement, ça ne se produit pas. L'Europe échappe par miracle à la collision. Il appartenait aux hommes de science de faire encore figure de trouble faite. Les journaux qui avaient aussitôt reparu, comme des limaces après la pluie, assiégeaient de leurs émissaires les commissions savantes.
Celles-ci furent obligées de reconnaître que l'événement avait déjoué leurs prévisions. Mais contrairement à ce que croyait l'opinion publique, le danger était loin d'être écarté. Et comme pour se venger de leur échec, les savants, faisant fi de toute psychologie populaire, insistaient avec précision. À l'heure actuelle, le mouvement d'écart des deux parties du globe s'est ralenti. Les deux moitiés du globe terrestre se déplacent sur une orbite très voisine de celle de la Lune. À chaque conjonction de notre hémisphère avec la Lune, c'est-à-dire tous les 10 jours environ, le même cataclysme que celui que nous avions prédit à craindre, à moins que... C'en était trop. Quoi? Les fauteurs de désordre qu'étaient les astronomes se permettaient de récidiver? L'observatoire est mis à sac, bon, et un peu plus tard, il vient à l'esprit un certain nombre de gens de demander, mais c'est à moins que, ça voulait dire quoi? Bon. Et cette scène concentre en fait tous les traits essentiels de cette relation triangulaire entre savants, journaux et opinion publique, telle que Spitz la conçoit. Les trois font l'objet d'une violente satire, aussi bien les médias, limaces, opportunistes et veules, que les savants, trouble-fêtes, animés d'un mesquin esprit de vengeance, à l'idée que leur prédiction de fin de l'humanité ne soit pas réalisée, mais aussi et surtout les hommes du commun, impulsifs, irrationnels, inconséquents et destructeurs. Au-delà de cette caractérisation, le traitement réservé par le romancier à cet épisode est très singulier dans son œuvre, parce qu'il y a une espèce de métalepse assez surprenante. Tout se passe comme si les médias avaient accompli à la perfection leur rôle d'intermédiaire, mettant en présence directement et en temps réel, alors qu'il ne s'agit pas de radio ici, savants et opinion publique, en faisant terminer par ce « à moins que », bien peu réaliste, la déclaration des savants, Jacques Spitz donne le sentiment que la réaction des émeutiers intervient pour couper la parole des astronomes, comme si le débat public s'était déroulé sans décalage. Le recours au style indirectif complète le tableau, individualisant la foule par une même pensée. C'est ainsi au moment où le lien paraît se faire le plus immédiat entre discours savant et opinion publique que le malentendu devient le plus grand. Ce paradoxe de l'intermédiation aussi contre-productive qu'elle est limpide fonde peut-être la leçon la plus nette à tirer des représentations médiatiques des figures scientifiques chez Jacques Spitz. La méfiance profonde de l'écrivain à l'égard des prétentions de la presse à rendre compte de processus de pensée trop complexes pour la foule de l'opinion publique, qui lui permet de construire, à contrario, des personnages de savants souvent ridicules et inefficaces, mais commandant un certain respect, dans la mesure où, malgré tout, il tâche de sauver l'humanité des fléaux qui l'accablent, en même temps que d'elle-même. Alors, pour conclure, Jacques Spitz inscrit dans ses romans une relation entre savants et médias ambiguë sur trois plans bien distincts. Sur un plan thématique, ces deux pôles se trouvent embrassés dans une même critique satirique, qui consiste à condamner le cheminement des fausses évidences, avec un mauvais esprit souvent savoureux, qui n'est pas une personne. Sur un plan symbolique, la presse est un instrument privilégié pour mettre en évidence le rôle ambivalent des savants dans la sphère publique. Incarnation d'une bonne comme d'une mauvaise conscience de la société, ils sont condamnés à la prise de parole par des journalistes en mal de copie et critiqués, qu'ils aient tort ou raison, par une presse aussi versatile que l'opinion publique qu'elle prétend orienter. Sur un plan narratif, enfin, le recours à la vox populi, dont les médias sont l'un des vecteurs les plus manifestes, permet aux romanciers de créer un système de renversement dialectique autour de ces personnages principaux. La violence de l'opposition qu'ils affrontent quand les journaux les critiquent n'a d'égal que l'ampleur des moyens dont ils disposent quand brusquement le vent de l'opinion souffle dans l'autre sens. Un corollaire est ici la distinction explicite entre le bon savant, qui détient la vérité et la défend envers et contre tout, et le mauvais scientifique, qui suit les médias pour consacrer la doxa, pourvu qu'elle soit rassurante. En faisant la part de la satire, il semble possible de tirer de cette dynamique, sinon une hypothèse globale concernant le corpus de l'anticipation française, du moins un questionnement à lui adresser. La dynamique du malentendu, de la vulgarisation contre-productive, de l'hostilité entre pôle savant et pôle médiatique se disputant l'attention du public, cette dynamique pourrait servir éventuellement de cadre d'interprétation pour saisir la dégradation de l'image des figures scientifiques entre la représentation vernienne, qui tente vers la transmission limpide du savoir, et les doutes distillés à la suite de l'introduction d'une thématique de l'altérité conflictuelle par H.G. Wells. Les recherches appliquées de Pasteur et les sympathiques gadgets d'Edison ont laissé la place aux théories ardues d'Einstein. Ce que manifestent les romans de Jacques Spitz, c'est le fossé considérable qui s'est établi à la fin des années 30 entre la doxa accessible à tous et le savoir développé par un monde savant, perçu d'autant plus distant et incompréhensible qu'il est en réalité compétent.